hors série. Les dossiers BFM Business. Premier trophée des startups Auvergne-Rhône-Alpes. Frédéric Simotel. Bonjour et bienvenue dans ce hors-série trophée des startups Auvergne-Rhône-Alpes. Et oui, il n'y a pas que en région parisienne où il y a du dynamisme autour des startups, il y a aussi des régions. Et justement, la région Auvergne-Rhône-Alpes se positionne comme le deuxième incubateur en France. Le soutien de startups, l'esprit d'entreprendre, l'innovation, on a beaucoup de choses à faire venir les investisseurs, faire venir aussi les talents, les former. À cette occasion, eh bien justement, la région a créé les premiers trophées startups Auvergne-Rhône-Alpes. La cérémonie avait lieu lundi et ensemble, on va voir tous les lauréats avec nous pour en parler. Je vais vous présenter tout de suite. Il y avait 12 finalistes. Les 4 lauréats sont avec nous dans des domaines comme la green tech, la food tech et l'agritech, l'intelligence artificielle, l'industrie du futur. Voilà, donc avec nous, Benoît Plisson, cofondateur et président du Boucher Vert. Bonjour. Bonjour. Benoît, bienvenue. Donc le Boucher Vert, on va plutôt parler food tech et agritech avec vous. À vos côtés, Marie-Hélène Grammatikov, cofondatrice et présidente de Lactips. Bonjour. Bonjour. Marie-Hélène, on parle à green tech, mais un peu aussi, un peu food tech aussi. Hein. On va revenir avec vous, on en parlera. Avec nous également Cyril Maître-Jean, cofondateur et directeur financier d'Oumano. Bonjour. Bonjour. Et on parlera robotique. À vos côtés, Pauline Zucca, responsable marketing chez Centrion. On parlera cybersécurité avec vous. Bonjour Pauline. Bonjour. Et puis, on va démarrer avec vous, Juliette Jarry, vice-présidente numérique région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et justement, alors un mot sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Hein, je l'ai dit, deuxième incubateur, parce qu'il faut compter la région parisienne. C'est vrai que d'un coup, la région parisienne a pris un coup d'accélérateur avec cette station F lancée par Xavier Niel. Mais beaucoup de choses en région Auvergne-Rhône-Alpes. 27 pôles de compétitivité et cluster, 4,8 milliards d'euros dépensés en R&D par les entreprises, 20% des brevets déposés dans l'Hexagone, près de 25 000 chercheurs. Alors, voilà, quand on a cette puissance, pourquoi on veut organiser comme ça des trophées qui on a à convaincre? Alors déjà, première région industrielle de France aussi, c'est important à rappeler. Notre objectif à travers ces trophées, c'était aussi de mettre en avant des startups de l'ensemble du territoire, aussi bien du Cantal que de l'Ardèche, la Haute-Savoie, et pas uniquement des startups de la métropole de Lyon. On a la chance d'avoir un territoire qui est extrêmement fertile, donc l'objectif c'était aussi qu'elles puissent toutes se présenter à ces startups, à ces trophées. Et puis après, la deuxième chose, au-delà de la visibilité, c'était notre volonté de les accompagner sur la durée, et je crois que ça s'illustre aussi bien aujourd'hui et sur ce déplacement à Paris, et puis après de les mettre en relation avec des grands comptes. Et puis peut-être montrer aussi ce que fait la région Auvergne-Rhône-Alpes dans cet écosystème. Exactement. Aussi. Qu'est-ce que vous impulsez, certainement aider au financement, mais enfin il y a tout un tas de domaines dans lesquels vous pouvez les accompagner. Et je crois que le terme que vous venez d'employer, il est très juste, c'est impulser. Notre rôle, c'est d'impulser et de fédérer l'ensemble des acteurs sur ces questions-là. Et j'aime à dire qu'on n'a pas vocation à faire à la place des acteurs privés, mais on a vocation à créer les meilleures conditions, le meilleur écosystème pour qu'elles réussissent. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors justement, tiens juste un mot avant d'attaquer start-up par start-up un peu vos activités. Vous venez d'où chacun? Boucher Vert. Alors c'est né où? C'est né à Lyon. À Lyon. À Saint-Étienne. À Saint-Étienne. Et pour Lyon. Lyon. Lyon également. Lyon également. On reste dans la région lyonnaise, mais voilà, on sait que ça essaime. Enfin, vous allez essaimer aussi certainement des talents dans toutes les régions. Alors je vais démarrer avec vous. Donc c'est le prix Green Tech. Hein. Il y avait 4 prix. Tiens juste un mot. La méthodologie, Juliette Henry, comment ça s'est passé? Il y avait 12 finalistes, 4 lauréats, mais voilà, comment tout ça s'est fait très rapidement? On a eu plus d'une centaine de dossiers effectivement répartis sur toute la région. Et après, il y a eu un jury qui s'est réuni pour présélectionner les dossiers qui allaient pitcher lundi dernier. Donc 12 finalistes et un jury qui a donné donc à ces trophées. Donc trophée Startup Auvergne-Rhône-Alpes donc sur les Green Tech avec vous, Marie-Hélène Grammatikov, cofondatrice et présidente de Lactips. Alors je vais résumer très grossièrement. Vous fabriquez des granulés thermoplastiques 100% biodégradables à base de protéines de lait. Alors racontez-nous. Alors déjà d'où vous vient l'idée, parce qu'il faut avoir quand même cette idée-là et puis ce que vous faites et voilà quel est le marché sur lequel vous lancez avec Lactips. L'idée est venue originellement de l'université de Saint-Étienne, puisque j'ai un associé chercheur qui a découvert comment transformer la caséine du lait en un thermoplastique. Ça veut dire qu'il va pouvoir être utilisé par toute l'industrie de la plasturgie. Donc c'est les déchets du lait, c'est quoi exactement? Alors oui, effectivement, nous utilisons aujourd'hui du lait impropre à la consommation parce que nous sommes uniquement aujourd'hui, non pas sur le food, mais
pour des applications vers la détergence. C'est des produits qui ont des caractéristiques de solubilité, donc sont très solubles dans l'eau. Et du coup, on se rentre en substitution d'un produit qui entoure aujourd'hui vos tablettes de machine à laver la vaisselle. Oui. Donc c'est voilà. Oui, c'est vrai qui s'effacent. Enfin, on peut les mettre dans. Voilà, on les met dans vaisselle. la vaisselle. Aujourd'hui, ça laisse des résidus. C'est pas très biodégradable. Ouais. Et nous, on propose au marché un produit qui est très biodégradable et qui est issu effectivement du lait impropre à la consommation, donc pas dans le food. Et quand vous dites du lait impropre, c'est quoi? Il vient d'où? C'est parce qu'il y a des petits défauts, il n'est pas aux normes de qualité. Voilà, parce que le lait, c'est du lait qui n'est pas, il n'est pas consommable. Il n'est pas consommable pour nous tous. Alors, donc, on voit d'où vous est venue l'idée. Alors aujourd'hui, vous en êtes où avec l'actif du développement? On parlera financement. Vous êtes dans une levée de fonds, donc autant le dire tout de suite. Et voilà, est-ce qu'il y a déjà des clients? Est-ce que vous commencez à travailler avec des industriels? Oui, on a un gros pipe client. Donc aujourd'hui, on a décidé, on est en phase de commercialisation. On a fini le développement. On a installé une première capacité de production sur Saint-Étienne. Donc on a des lignes pilotes pour faire du développement, mais par ailleurs, on a une ligne série pour faire de la production. Et on est born international parce que nos premiers clients sont internationaux. Alors c'est qui vos premiers clients? C'est pour quel type d'usage? Au moins, peut-être pas sans les citer, mais quel type d'usage? Pour les tablettes de machine à laver la vaisselle. Ça peut être On commence les ventes en B2B parce que c'est des ventes rapides, un accès rapide sur le marché. Mais vous voyez, sur les 90 prospects qu'on a, on va faire une petite quantité de volume dessus. Alors qu'un client en B2C, c'est tout de suite des volumes importants. Donc, Et alors, sur le B2B, comment vous allez réussir à intéresser? Parce que là, vous parlez, restons sur l'exemple des tablettes pour les machines à laver la vaisselle. C'est des géants. Alors, comment on réussit à s'introduire chez ces géants et dire, voilà, nous, on est des petits Français, on a une technologie pas mal du tout. En B2C, on a des appels entrants, déjà. Ah déjà, bon, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Mais aussi, nous, on fait des démarches vers eux pour leur expliquer qu'effectivement, il y a 28% des consommateurs qui sont mécontents de la dissolution des tablettes dans les machines, qui se bouchent, qui sont obligés de nettoyer ça, et qu'en utilisant notre produit, ils vont gagner des parts de marché. Par la performance technologique. Eh bien, on reviendra avec vous, puis comme vous dites, Born for International, on reviendra sur le développement international. À vos côtés, Benoît Plisson, donc cofondateur et président le Boucher Vert. Alors là, on a eu le prix Green Tech. Vous, c'était le prix Food Tech et Agritech. Alors ça tombe bien, on est en ce moment en plein dans les états généraux de l'alimentation, donc tout le monde se penche un peu vers ces nouvelles technologies. Alors vous commercialisez des produits alternatifs à la viande à base de légumineuses cultivées. Alors il faut nous expliquer tout ça. Et puis moi j'aimerais savoir aussi, je le disais à l'instant, état généraux de l'alimentation, est-ce que vous avez déjà des grands industriels qui viennent vous voir un peu ce que vous faites, est-ce que vous commencez à les intéresser? Mais d'abord expliquez-nous ce que fait le Boucher Vert. Alors le Boucher Vert fait des produits donc alternatifs à la viande, comme vous l'avez dit, à base de légumineuses d'origine France et bio. Tout simplement, on utilise des lentilles vertes, des pois chiches, des haricots pour en faire des steaks, des boulettes, des nuggets ou d'autres cœurs d'assiette, avec des partis pris assez forts différenciants, qui sont d'abord, on n'utilise que des légumes secs connus du consommateur, c'est-à-dire par exemple pas de soja, pour lever tous les freins un peu culturels. Et puis à côté de ça, on n'essaye pas d'imiter la viande, ni dans le goût, la texture, la fibrosité, etc. Voilà, on part du principe que quand on a envie de pas manger de viande dans un repas, on n'a pas forcément envie de manger une fausse viande. Oui. Et alors, on le voit, enfin pour ceux qui nous suivent en images, on le voit, ça ressemble à un steak. Hein, enfin. C'est ça, ouais. Voilà, tout à fait. Ouais. Et donc vous, quelle est votre particularité? Alors déjà, pourquoi personne n'y a pensé avant? Parce que vous citez les lentilles. On pourrait condenser ces lentilles, en faire un steak. Alors qu'est-ce qui fait votre particularité? Pourquoi personne n'y a pensé avant? Alors notre particularité, c'est que nous, on a développé à la fois, on a un savoir-faire, on a des process et une connaissance des matières premières qui nous permettent de vraiment retranscrire la matière première au cœur du produit. Quand on mange un steak de lentilles, on comprend ce qu'on mange, on bénéficie directement de tous des bienfaits de la lentille nutritionnelle, mais aussi voilà, on comprend ce qu'on mange et ça c'est important aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui nos produits sont sans additifs, sans conservateurs, ils sont faut le préciser, les consommateurs aujourd'hui que nous sommes tous influencés peut-être par les plus jeunes, les mignonneuses, voilà. Tout à fait, ouais. Ils veulent comprendre ce qu'ils mangent, manger responsable, manger Exactement. Bien, manger malin, pas forcément manger beaucoup moins cher quand même, mais pas beaucoup moins cher. Le prix n'est plus le critère différenciant. Justement, vos produits peuvent les intéresser. Tout à fait, ouais.
Tout à fait. Et aujourd'hui, on arrive à justement avoir un résultat qui est, comme on peut dire, fait maison ou traiteur, avec des process industriels et des quantités industrielles. On a vraiment une volonté de démocratiser ça et aujourd'hui de sortir un peu du soja qui a été longtemps utilisé par les industriels, parce qu'il a aussi beaucoup d'intérêt nutritionnel, mais qui est quand même très loin de notre culture alimentaire et qui a beaucoup de freins à pénétrer sur des marchés grande consommation. Alors, on parlera financement. Vous êtes en cours de levée de fonds en ce moment. Autour de votre développement, je crois que vous travaillez déjà avec des cantines scolaires, c'est ça? Tout à fait, ouais. La restauration. Et c'est ça votre cible ou voilà, vous en avez beaucoup d'autres? Alors aujourd'hui, on travaille sur 3 gros marchés. Le premier, c'est la restauration collective, principalement scolaire, aussi entreprise et santé. Ça marche très bien, il y a de fortes demandes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi des milieux qui des fois peuvent paraître un peu traditionnels et donc qui sont par exemple, le soja va pas très bien passer en restauration scolaire parce que des fois c'est pas bien accepté par les collectivités, par les parents d'élèves, etc. Nous, avec notre approche de légumineuses d'origine France, de la lentille, tout le monde connaît. Tout de suite, on arrive à convaincre et à faire des services et avancer comme ça. Et puis on imagine le côté nourrissant aussi. Voilà, tout à fait. Soja, on connaît un peu moins. C'est lentilles, plus on dit nos grands-parents en mangeaient. On peut se lancer sans souci. Et à côté de ça, on se développe sur d'autres marchés, la restauration commerciale, pour apporter de la différenciation. Aujourd'hui, tous les restaurants doivent avoir une alternative végétale pour se passer du simple steak de soja, pour apporter de la gastronomie. Et enfin, dernier marché qui sont le retail à travers les magasins spécialisés de proximité. Bon, eh bien, et pas que dans les petits bouchons lyonnais, j'imagine. Tout à fait. On fait ça dans tous les restaurants en France. Benoît Plisson, donc le boucher vert. Alors, on a vu le prix Green Tech, le prix Agritech Food Tech, le prix Intelligence Artificielle, donc de ces trophées Startup Auvergne-Rhône-Alpes, je le rappelle, qui ont été décernés cette semaine. Cyril Maître-Jean, vous êtes cofondateur et directeur financier d'Umano. Alors, c'est H2OMANO. Vous concevez les moteurs d'interaction, c'est du logiciel. Vous concevez pas les robots en eux-mêmes. Et justement, vous travaillez avec les robots dont on parle régulièrement ici, les Pepper, les Nao, les Buddy. C'est ça. Chez eux. Il y a tout en France, on a eu la chance d'avoir un peu cette filière de la robotique dont on a bénéficié. Nous, on est vraiment focalisé sur la partie applicative, le software qui va donner vie à ces robots. Parce que ces robots-là, quand on les sort du carton, on appuie sur le bouton. Il se passe pas forcément grand-chose et c'est la couche applicative qui va donner toute sa valeur à l'interaction. Nous, on étudie les usages de comment un robot et à quoi va servir un robot dans le quotidien. Aujourd'hui, ces robots, ils arrivent chez nous. Ils arrivent alors d'abord dans le B2B, certainement parce que le prix d'entrée du robot est aujourd'hui encore cher pour un particulier, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde entier, pas seulement en France, pour que ces robots-là arrivent chez nous. Et nous, on va dire que le robot, il arrive avec de l'intelligence dans ses mécanismes et tout ça, mais pas forcément de l'intelligence dans ses actions. Il faut lui apprendre à, peut-être pour des personnes âgées, à les aider, les accompagner, si c'est du domestique ou alors dans les entreprises. Le robot arrive avec un potentiel et des développeurs viennent créer les usages pour ce robot et c'est ce qu'on fait. Et nous, même plus particulièrement aujourd'hui, après 3 ans de travail avec des clients où on a appris sur ces usages, on est en train de se concentrer, et c'est le but de notre département R&D qu'on a créé maintenant il y a 1 an, de se focaliser sur l'interaction. Quels sont les codes de l'interaction quand on converse avec une machine pour que cette conversation soit la plus naturelle possible. Entre humains, on se regarde dans les yeux, on fait plein de choses très naturellement qu'un robot, lui, ne fera pas si on ne lui apprend pas ou si on ne crée pas ces mécanismes-là. Et tout ça, c'est le logiciel qui va le faire. Par l'intermédiaire de briques technologiques de l'intelligence artificielle, par l'analyse de son environnement. Et du coup, nous, c'est ce sur quoi on se focalise pour la rendre naturelle. Et vous pensez que là, vous êtes dans la... Parce que c'est vrai, on parlait de... on avait un Aldébaran, Pepper Nao, donc qui s'est fait racheter par SoftBank Robotics. Une grande partie des chercheurs est restée en France. Mais on a un rôle à jouer en France sur cette filière robotique, vous pensez. Et il vaut mieux se focaliser peut-être sur le logiciel davantage que sur le matériel, selon vous ? Bien sûr, nous, on y croit. On est multi-robots. SoftBank fait partie de nos partenaires, mais Blue Frog aussi, qui est une entreprise française. On fait beaucoup de veille à l'international pour voir ce qui se fait aussi dans les pays comme la Chine, comme le Japon, tout ce qui sort là-bas. Nous, on a vocation à être sur toutes ces plateformes-là. Et les règles de l'interaction, elles sont les mêmes, quelle que soit la plateforme. Et en France, on a des très bons ingénieurs qui sont capables dans l'intelligence artificielle, dans la création de tous ces algorithmes, de parvenir
à être différenciant sur cette brique technologique. Et donc on va suivre. On reviendra dans un instant sur le développement à l'international, parler du Japon, de l'Amérique du Nord. À vos côtés, Pauline Zucca, donc responsable marketing pour Centrio. Donc c'est une plateforme de surveillance pour les réseaux industriels. Alors là, ça nous intéresse beaucoup parce que ces dernières semaines, c'est plutôt les réseaux industriels qui ont été attaqués. On a parlé de Saint-Gobain, on a parlé de Renault pour la France. Alors vous allez nous raconter, Pauline, ce que fait Centrio, mais justement, peut-être sous cet angle, nous dire comment une petite entreprise, une start-up réussit dans ce domaine de cybersécurité qui devient sensible aujourd'hui. Les COMEX, les DG veulent comprendre comment on arrive à se faufiler et à s'imposer, enfin on l'espère pour vous, sur ce marché. Bien sûr, alors déjà, il faut rappeler que la digitalisation des industries qui a été lancée en fait il y a maintenant quelques années et qui est en fort développement, elle rend en fait les réseaux industriels de plus en plus ouverts. Alors, elle a plein d'avantages, cette digitalisation des industries, mais elle a aussi augmenté la surface d'exposition des réseaux industriels à la menace cyber. Donc nous, dans ce contexte, Centrio, on a développé effectivement une technologie qui permet de surveiller les réseaux industriels et de détecter surtout les cyberattaques. Ça veut dire que, parce que dans les réseaux industriels aujourd'hui, alors avant on appelait ça le machine to machine, maintenant on appelle ça d'objets connectés, donc toutes les machines dialoguent même entre elles sans qu'il y ait d'interaction humaine. Ça veut dire que vous allez jusqu'à contrôler aussi tous les capteurs qu'il va y avoir, enfin aller superviser en tout cas tous les capteurs qu'il va y avoir sur nous, les réseaux. la particularité de notre solution, c'est qu'on a une solution 100% passive. En fait, c'est un petit peu technique, mais on va installer un système de sondes directement sur les réseaux industriels à des points spécifiques qu'on aura établis avec les propriétaires d'infrastructures. Et puis, ces sondes, elles vont collecter tout un tas d'informations sur les réseaux industriels, sur le nombre de composants, le nombre de machines, tous les flux aussi de réseaux industriels. Tout ça, elles vont les collecter de manière passive et elles vont les remonter à un logiciel central qui, lui, va tout analyser et qui va permettre en temps réel de remonter des attaques, des alertes oui. En cas d'anomalie et d'intrusion sur donc voilà, c'est un outil de détection, supervision, détection. Et alors, ma question, là, comment vous réussissez à intéresser des industriels, quand on parle d'industriels, alors il y en a des petits, mais il y en a aussi beaucoup de gros. Alors comment on arrive, on s'appelle Centrio, on est une start-up et on vient voir ces grands industriels, pourquoi pas des Saint-Gobain, des gens comme ça, mais réussir à les intéresser quand on a. Vous l'avez dit en fait tout à l'heure, il y a déjà une chose, c'est qu'aujourd'hui les industriels, ils ont pris conscience de l'enjeu stratégique de la cybersécurité industrielle. Et puis financier, parce que pour certains, ça a coûté plusieurs centaines de millions d'euros. Bien sûr, on estime l'impact financier moyen d'une cyberattaque industrielle à 3,2 millions d'euros. Donc les industriels, ils ont bien pris conscience de l'intérêt de la cybersécurité et donc Centrio est là pour... Mais ça veut dire que vous les adressez à travers des grands partenaires Tout à fait. Alors chez Centrio, on a une stratégie indirecte, c'est-à-dire que on commercialise pas nous-mêmes la solution. On travaille avec un réseau de partenaires. D'accord. Récemment, on a annoncé donc cette semaine, dans le cadre des assises, la signature d'un partenariat avec Schneider Electric France. Mais on travaille aussi avec des partenaires comme Vinci Énergie. D'accord. Et c'est à travers eux que vous remontez vers ces réseaux industriels. Alors, on va faire un petit tour. Chacun va nous dire en 2 mots où vous en êtes au niveau des investissements, des relations start-up grande entreprise. On en a eu un aperçu, puis du développement à l'international. Juliette Jarry, vous êtes vice-présidente numérique région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors justement, l'investissement aujourd'hui, on est dans le dynamisme, dans le mouvement, parce qu'ici, chez BFM Business, on reçoit, comme je dis souvent des Parisiens, on voit qu'il y a de grosses levées de fonds. Région Auvergne-Rhône-Alpes, je suppose que vous suivez aussi vous êtes en plein dans ce mouvement. Puis je pense que les 4 startups qui sont présentes aujourd'hui en sont un bon exemple, puisqu'elles sont toutes en levée de fonds, elles recherchent toutes des investisseurs. Nous, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qu'on a voulu faire, c'est avoir des dispositifs et des moyens d'accompagnement sur toutes les étapes de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on a pris notamment aussi des participations dans des fonds comme Axeléo, puisqu'on voulait pouvoir aussi les accompagner sur les finances, mais aussi sur des questions plus long terme. Et donc on a vraiment pris notre part aussi à côté des dispositifs dont on disposait déjà. Alors vous êtes Marie-Hélène Grammatikoff de l'Actips, donc vous l'avez dit, vous êtes en levée de fonds. Aujourd'hui, c'est plus facile entre guillemets. Quand je mets facile, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail derrière, faut convaincre. Mais aujourd'hui, de lever des fonds, il y a des fonds qui sont plus accessibles. Vous avez vraiment senti ce nouveau dynamisme. Le deuxième tour, déjà le deuxième tour est plus facile, je dirais. Et puis on touche aussi des corporates. Les fonds d'investissement sont rassurés. Il y a certaines barrières qui sont levées. Donc
Ce qui est difficile, je pense, c'est de trouver le bon niveau de fonds quand on est tout petit, quand on commence. Est-ce qu'on prend 4 millions, 1,5 million, voilà, l'échelle. C'est de jauger, voilà, c'est de jauger et la capacité du fonds à accompagner. En tout cas, bon, pour nous, la levée de fonds se passe bien. On espère la boucler rapidement. Benoît Plisson, sur le bouche vert, donc vous êtes en cours de levée de fonds, mais justement, les investisseurs, ça y est, ils ouvrent plus facilement leurs portes, vous trouvez, en ce moment? Alors nous, c'est notre première levée de fonds, donc j'ai pas d'antécédent là-dedans. Oui. C'est vrai. Mais est-ce que vous entendez autour de vous, puis pour vous-même? Oui, plutôt. Alors c'est pas non plus hyper évident de trouver des fonds, parce qu'il faut aussi bien s'entendre. Il n'y a pas qu'une question de valo, de montant, etc. Mais oui, en tout cas, nous, notre thématique aujourd'hui parle beaucoup. Donc les fonds s'y intéressent, ils viennent aussi nous voir. On va les voir, mais ils viennent nous voir. Et il y a un échange qui est très positif. Ouais, c'est vrai que Foodtech, Agritech, aujourd'hui, ça fait réagir. Dans le domaine du robot aussi, j'imagine, Cyril Maître-Jean d'Umano. Sur ces investissements, vous parliez de SoftBank tout à l'heure. Voilà, oui. Le fait d'avoir des grands acteurs, j'imagine, autour de vous. Bien sûr, il y a ça. Nous, on a eu la chance de commencer il y a 3 ans avec des clients directement qui ont financé la première partie de notre activité. On a tout réinvesti dans la R&D. Et seulement après 1 an et demi ou 2 ans d'activité et de chiffre d'affaires avec nos clients, on a réinvesti et fait une première levée de fonds pour lancer notre département R&D. Pour commencer à prévoir. Février 2016, c'était ça? C'était ça, c'était février 2016. Et là, on est à nouveau en process de levée de fonds parce que on va vers de la R&D de plus en plus. Mais on a cet avantage d'avoir notre couche de clients historiques sur laquelle on peut s'appuyer et auprès desquels on a appris énormément sur les usages de la robotique. Aujourd'hui, la robotique sociale, la robotique d'interaction, elle n'a pas encore vraiment trouvé son marché. Mais donc, on est en phase d'apprentissage. Et avec nos clients, avec des corporates qui maintenant nous font confiance, on avance vers une deuxième levée de fonds qui est beaucoup plus, peut-être plus facile à faire comprendre à des investisseurs. Oui, puisque vous dites est important, c'est vous êtes vraiment dans ces relations quand on dit de co-innovation, voilà, on travaille avec ses clients, ils travaillent avec nous, enfin voilà, il n'y a pas juste une relation commerciale, on va dire, il y en a une évidemment, mais il y a une de collaboration, c'est ça, cette relation. Exactement. On a construit avec ces grands groupes, avec ces clients qu'on avait, ces services de l'innovation, ces départements de la digitalisation, un peu tous ces nouveaux services qui sont arrivés. Avec eux, on a appris en même temps sur un vrai terrain de test. Quels sont les usages, qu'est-ce que peut apporter un robot d'interaction et nous comment le programmer, quels sont les usages qu'on va devoir programmer et comment utiliser l'intelligence artificielle pour être de plus en plus pertinente là-dessus. Et donc du coup, aujourd'hui, dans une levée de fonds qu'on est en train de faire maintenant, il y a des fonds d'investissement qui sont intéressés, mais on veut aussi continuer d'avoir ce relationnel avec des corporates qui vont nous donner accès à cette base qui est très importante. Pauline Zucca de Centrio, justement, alors sur les investissements, vous en êtes aujourd'hui, levée de fonds, et puis relation avec les entreprises aussi. Enfin, vous l'avez dit, Schneider Electric, Vinci Énergie, enfin voilà, c'est important aujourd'hui ce double accompagnement des investisseurs, des corporations. Tout à fait. Et alors, pour reprendre ce que disait Benoît Plisson, la cybersécurité, c'est aussi en fait un secteur, voilà, un marché qui est porteur, qui a un très fort potentiel. Oui. Depuis 6 mois. Donc les investisseurs s'y intéressent. Donc nous, c'est vrai que 18 mois après la création de la société, on a fait une première levée de fonds de 2,5 millions d'euros. Qui nous a vraiment aidé, qui nous a permis d'industrialiser notre produit, de créer un réseau de partenaires et puis d'acquérir nos premiers clients. Et aujourd'hui, on est dans une seconde levée de fonds, voilà, et donc on espère lever entre 8 et 10 millions d'euros. Les appels sont lancés, en tout cas, Juliette Jarry, vice-présidente numérique région Auvergne-Rhône-Alpes. On a parlé investissement, on a rapidement parlé de relations start-up, grande entreprise. C'est le rôle de la région aussi de faire ce lien entre les start-up et les grandes entreprises. Complètement. On a une initiative, par exemple, en Auvergne qui s'appelle le Bivouac, sur lequel on a à la fois des start-up et des grands groupes, donc par exemple Michelin, qui sont dans le siège de la région, qui viennent de déménager au siège de la région, parce que ça aussi c'est plutôt innovant. Et l'objectif, c'est que les grands groupes puissent apporter à la fois des compétences, du mentoring, des conseils à ces entreprises. Je pense que cette mise en relation, elle est primordiale. Nous, en tant que région, notre rôle, c'est pas de verser des subventions, c'est de permettre d'ouvrir la commande publique et d'ouvrir à ces entreprises, parce que finalement une start-up c'est une entreprise avant tout. D'une plateforme, voilà, pour exactement, les l'accès au marché. Marilyn Grammatikov sur l'Actips, justement, ces relations dans l'entreprise, ça va vous permettre aussi d'aller vers l'international, parce que c'est ça aussi le but aujourd'hui, vous l'avez dit, Born for International, c'est le cas aujourd'hui. Il faut tout de suite penser hors des frontières.
Oui, la première sollicitation client qu'on a eue, elle nous venait de l'étranger. Il faut savoir que sur le marché de la détergence, les plus gros sont situés en Allemagne, en Belgique pour ce qui est de l'Europe. Oui, donc de toute façon, il faut y aller. Et notre premier marché, c'est les USA. Oui. Et aujourd'hui, ça y est, vous avez lancé... Nous, aujourd'hui, on est plus sur Europe. Donc, les pays nordiques qui sont très axés sur le biodégradable. Donc, c'est très important. Les pays qui sont beaucoup dans la chimie, qui ont un fort réseau chimie, c'est l'Allemagne et la Belgique. La France aussi, on ne s'interdit pas de travailler avec des Français. Et sur les USA, donc là, on a fait avec la région un Go Export et un Ready to Go. C'est des accompagnements pour aller vers l'étranger et notamment les USA. Le boucher vert, bon applisson, vers l'international aussi. Tout à fait, c'est une ambition forte chez nous et vraiment un enjeu, tout simplement parce que sur ce marché-là, même en Europe, oui, on va pas rester juste sur les cantines scolaires françaises. Le marché est là, les voisins sont souvent plus matures que nous sur ce type de produit, donc il faut y aller parce que nos avantages concurrentiels sont d'autant plus vrais aussi à l'étranger. Donc aujourd'hui, on est en train de mettre en place une stratégie export sur plusieurs zones, notamment l'Europe, mais aussi le continent américain. Cyril Maître-Jean, avec Umano, la robotique, alors je disais tout à l'heure, le Japon et les États-Unis, oui, forcément. L'Allemagne aussi un peu, oui. Pas forcément. Nous, c'est vraiment d'autant plus d'actualité qu'on a déjà ouvert une filiale au Japon. Donc c'est une réalité chez Umano. Si vous êtes lié un peu à SoftBank, voilà, on comprend. Le Japon aujourd'hui, c'est le pays où il y a le plus de robots aujourd'hui. Donc c'est un marché sur lequel il faut qu'on apprenne et on est là-bas aussi pour apprendre. Les Japonais sont très très bons dans le hardware. Ils vont conceptualiser des robots sur toute la chaîne électromécanique. En France, on est très bon sur le software et on a des choses du coup sur cette base de robots existantes là-bas à apporter sur notre savoir-faire qu'on a accumulé depuis 3 ans. On fait ce mariage qui paraît logique. Voilà. J'imagine, Heureusement Industriel, vous parliez tout à l'heure, Pauline Zuccat, Centrio de Schneider Electric, Synergie, c'est avec eux que vous allez aller, notamment à l'international, mais c'est une cible internationale. Enfin voilà, quand on est cybersécurité, aujourd'hui, de toute façon, les pirates, ils s'arrêtent pas aux frontières, ils vont partout. Non, exactement. Et effectivement, on souhaite se développer à l'international, notamment sur 2 marchés. Le marché allemand, qui est à la pointe en termes d'industrie du futur, et également le marché américain. Voilà. 2 marchés importants pour nous. Allez, on termine un tout petit mot. Juliette Jarry, on termine avec vous. Donc c'est reparti pour une deuxième édition là, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes sur ces startups. Oui, bien sûr, on espère. Oui, tout à fait. Et un tour d'un mot. Là, on est là aussi pour attirer des talents parce qu'on a toujours besoin de talents, de former, de recruter. Oui, et puis on a de toute façon une grosse problématique qui est pas uniquement en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est celle justement du nombre de personnes formées. Nous, on estime aujourd'hui qu'il nous manque 5 à 6 000 talents en Auvergne-Rhône-Alpes pour faire face aux dynamiques de ces startups et des entreprises de manière générale. Et c'est pour ça qu'on a lancé une grande initiative de campus numérique sur lequel on a non seulement 500 apprenants déjà avec la petite sœur de 42, donc l'école parisienne. Exactement. Donc là, on a 120 codeurs qui sont en train de se former, mais on a aussi les pôles de compétitivité, les clusters et l'ENE, qui est notre espace qui forme les entreprises à la transformation numérique. Donc vraiment cet écosystème. Les talents sont appelés aussi en région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci en tout cas à tous les 4, Marie-Hélène Grammatikov, Lactips, Benoît Plisson, président fondateur le cofondateur du Boucher Vert, Cyril Maître-Jean, co-directeur de Umano, cofondateur d'Umano, Pauline Zuccat de Centrio et Juliette Jarry, excusez-moi, vice-présidente numérique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc et puis c'est reparti pour ces trophées. Donc bravo en tout cas à tous les 4. Et puis voilà, les appels aux candidatures sont déjà lancés pour l'année prochaine. Allez, excellente semaine sur BFM Business. Hors série, les dossiers BFM Business.